Aujourd'hui, dans Petit meurtre entre riches, une famille bénie des dieux. Il était déterminé à devenir une star à Nashville. Est frappée par la tragédie. C'est resté un mystère insoluble pendant très longtemps. Et ensuite, Ils ressentaient une attirance véritablement magnétique. On aurait dit que rien ne pouvait les séparer. l'histoire d'amour de toute une vie est une révélation sur un lit de mort. Je n'arrêtais pas de lui demander qui vous a tiré dessus, Danny. Qui vous a tiré dessus? Je m'appelle Christopher Mason. L'amour est une chose merveilleuse. Plus encore si elle est accompagnée de caviar, de vacances dans les Caraïbes et de bijoux de 24 carats. Mais même les plus fortunés peuvent finir par découvrir que l'amour est un luxe qu'on ne peut s'offrir quand un couple est en faillite. Dans une fastueuse villa de Nashville, une puissante famille de la région se réunit pour fêter l'anniversaire du petit-fils prodigue. Mais une absence gâche la fête. La mère du héros de la soirée n'est pas là. Des disparitions, il y en a tout le temps. Mais celle-ci a fait beaucoup de vagues. Depuis son départ en vacances 10 jours plus tôt, elle n'a donné aucune nouvelle. Dès le début, on a eu le sentiment que quelque chose de grave était arrivé à Janet. En 1996, Nashville est une ville qui a le vent en poupe. La capitale de la country danse au son des caisses enregistreuses du monde des affaires. C'est l'endroit parfait pour un avocat ambitieux, Perry March, et sa femme Janet. Perry était une étoile montante dans le monde des avocats. Il avait rencontré un certain succès dans plusieurs affaires et il voulait vraiment devenir une star à Nashville. Et il vit justement au milieu des stars, à Forest Hills, le quartier des célébrités de la country. En se faisant construire une résidence de plus de 450 mètres carrés, les March ne font pas mystère de leur fortune. Ils se sont fait construire une maison de rêve que Janet a elle-même décorée. Mais les talents artistiques de Janet ne se limitent pas à sa maison. C'est une artiste et illustratrice reconnue. Janet Levin est tombée amoureuse de Perry March à l'université. Une fois mariés, le couple emménage à Nashville, la ville natale de Janet. En s'installant dans le sud profond, Perry fait tout sauf s'enterrer. Ce déménagement est pour lui synonyme d'ascension sociale. Il fait désormais partie d'une des grandes familles de la ville. C'était un nom qui comptait dans la communauté juive de Nashville. Larry, le père de Janet, est un membre éminent du corps juridique. C'était un avocat de premier plan, très respecté. Larry souhaite que son beau-fils marche sur ses traces. Il lui paye donc une prestigieuse école de droit. Il traitait Perry comme un fils. Il le soutenait financièrement. Il l'a fait entrer à la Vanderbilt. C'était une famille très unie et il l'aimait comme si c'était leur propre fils. À la fin du mois d'août 1996, les parents de Janet arrivent dans la villa du couple pour fêter l'anniversaire de leur petit-fils. Le père de Perry, Arthur, les y a rejoints depuis le Mexique. Janet, elle, n'est pas revenue de son voyage. Après s'être envolée pour la Californie 10 jours plus tôt, elle devait rentrer bien avant la fête. Elle avait tout organisé, envoyé les invitations, etc. Alors son absence était forcément très inquiétante. Janet n'est pas du genre à rater l'anniversaire de l'un de ses deux enfants. Ils se sont dit qu'elle traversait peut-être une crise personnelle, parce que ça ne lui ressemblait pas d'abandonner comme ça ses enfants auxquels elle tenait tant. 2 semaines exactement après l'avoir vu pour la dernière fois, ses parents et ceux de Perry signalent sa disparition à la police. Les inspecteurs demandent à Perry ce qui s'est passé le jour où sa femme est partie. J'ai besoin d'air.
Du calme, du calme. Ça ne marche plus entre nous. Il admet que leur couple traversait un moment difficile. J'ai des projets, d'accord? Tu vas où? Il a expliqué qu'il s'était disputé le 15 août et qu'elle en avait assez de lui. Janet décide de faire un break. Avec son habituel souci du détail, elle laisse une liste de tâches ménagères à son mari intitulée « Les 12 jours de vacances de Janet ». En fait, j'aimerais que tu la signes. Les courses et les factures, ce n'était pas trop son truc. Alors elle lui a laissé une liste de corvées avant de lui annoncer qu'elle partait en vacances. Elle a tapé la liste et lui a dit « à plus ». Je m'en vais. Elle est partie sans explication. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Janet March a-t-elle tout simplement quitté son mari? A-t-elle écrit cette lettre pour lui donner un avant-goût de la vie sans elle? Cela n'explique pas pourquoi elle n'a donné aucune nouvelle. Elle était très proche de sa mère, à qui elle parlait tous les jours. Au bout d'une semaine, l'enquête connaît son premier rebondissement. La voiture de Janet est retrouvée abandonnée près d'une résidence à seulement quelques kilomètres de son domicile. On y a retrouvé une paire de sandales ainsi que son porte-monnaie, ce qui pouvait signifier qu'elle avait été extirpée de la voiture ou enlevée. Surtout que son sac à main était là aussi. Son sac à main, mais aussi son passeport et sa valise. Pourquoi Janet se serait-elle garée près de cette résidence? Y a-t-elle retrouvé quelqu'un? Les enquêteurs font du porte-à-porte sans réussir à établir le moindre lien avec Janet March. On ne lui connaissait aucune relation là-bas. On n'a pu établir aucun lien. Elle n'avait aucune raison de se trouver là. Janet a-t-elle été enlevée et sa voiture abandonnée? Ou pire encore? Cette disparition ressemble de plus en plus à une affaire de meurtre. Il y avait de grandes chances qu'elle ait été assassinée ou alors kidnappée et retenue en otage pour une raison indéterminée. Les indices sont si minces que les policiers commencent à se demander si Janet n'a pas été abattue par un tueur à gages. En tant qu'avocat, Perry s'est souvent retrouvé confronté à la pègre de Nashville. Serait-il victime de la vengeance d'un criminel? On a étudié l'hypothèse selon laquelle une personne avec qui il se serait retrouvé en relation en tant qu'avocat était responsable de la disparition de Janet. Les Levin sont une famille qui compte à Nashville. Alors les policiers travaillent d'arrache-pied pour essayer de retrouver leur fille disparue. Ils passent au peigne fin les bois à proximité de la voiture abandonnée, à l'aide de chiens policiers, de radars à pénétration de sol et d'hélicoptères dotés d'équipements à guidage thermique. En vain. D'une manière ou d'une autre, Janet March a disparu de la surface de la Terre. Elle était introuvable. Elle avait tout bonnement disparu. Normalement, la seule chose susceptible d'interrompre la frénésie de la capitale de la country, c'est le grand Ole Opry du samedi soir. Mais en cet été 1996, après la disparition de la fille d'une des plus puissantes familles de la ville, Nashville est agitée des rumeurs les plus folles. La plantureuse jeune fille de bonne famille a-t-elle été kidnappée? Assassinée? À moins que la belle ne se soit tout simplement fait la belle. Les mois passent et les enquêteurs écartent peu à peu la thèse d'un contrat lancé par la pègre. Mais ils suivent des centaines d'autres pistes. Vous recevez un tas d'informations et suivez un tas de pistes. Il y aurait un corps à tel endroit, elle aurait été aperçue à tel autre. Des gens appelaient même pour dire qu'elle avait été aperçue bien vivante dans tel ou tel état. L'histoire de la jeune maman disparue passionne le pays. Il y a eu une énorme couverture médiatique. Une femme comme Janet avait-elle pu s'enfuir en abandonnant ses deux enfants? Les enquêteurs, eux, savent que les chances de retrouver Janet vivante s'amenuisent chaque jour qui passe. Il semblait peu probable
qu'elle ait décidé de disparaître sans la moindre aide financière de qui que ce soit. Par ailleurs, il n'y a eu aucune demande de rançon, ce qui aurait dû être le cas vu le niveau de vie de sa famille. Mais non, il n'y a eu aucune demande. Quatre ans après la disparition de Janet March, une cour de justice du Tennessee la déclare légalement morte. Le mystère va rester entier pendant encore 2 ans. Jusqu'à ce que Pat Postiglione, de l'unité des affaires classées de Nashville, récupère le dossier. La devise de l'unité des affaires classées, c'est « ne jamais renoncer ». Et c'est ce qu'on a fait. Alors qu'il réexamine les pièces à conviction, le sergent Postiglione et son équipe découvrent plusieurs questions laissées sans réponse. Je t'ai fait une liste de corvées. À commencer par la note laissée par Janet le jour de son départ. Pour ses parents, Larry et Caroline Levin, cette liste est bizarre. En général, Janet ne mettait pas de majuscules au début de ses phrases. C'était pourtant le cas sur cette note. Selon ses amis et ses proches, le style ne lui ressemblait pas. Mais alors, qui a rédigé cette liste et quand? Les enquêteurs ne le sauront jamais. Quand ils ont perquisitionné la maison après la disparition de Janet, ils ont découvert que son ordinateur avait été saboté. Le disque dur de l'ordinateur, qui avait servi à écrire la note, avait disparu. Dans la voiture de Janet, quelque chose d'étonnant avait également disparu. Il y avait son passeport et son sac à main. Mais ni brosse à dents, ni déodorant ou sous-vêtements, alors qu'elle était censée partir en voyage. Selon sa mère Caroline, c'est une valise qu'un homme aurait pu faire. Perry serait susceptible de fournir des explications, mais il n'est plus là. Le mari endeuillé est au Mexique avec ses 2 enfants. Il avait quitté le pays et était injoignable. Impossible de lui poser la moindre question concernant Janet. Perry ne répond pas aux questions des policiers. Mais d'autres proches de la famille le font à sa place. Ils expliquent que le couple était en pleine crise. Je ne comprends pas ce que tu fais. On s'était mis d'accord pour que tu me laisses du temps pour moi. Quand vas-tu réaliser que c'est une perte de temps? Visiblement, leur relation a tout de suite été orageuse. Ça va? Non, À l'été 1996, je passe mon temps à t'attendre. la fracture est si profonde qu'elle semble impossible à réparer. Janet est décidée à divorcer. J'ai d'autres projets, d'accord? Quel projet? Tu vas où? Elle devait rencontrer l'avocat du divorce le jour suivant, le 16 août 1996. Le lendemain de sa disparition. Soudain, des renseignements pris auprès des anciens employés de Perry mettent au jour un secret longtemps enfoui. En 1991, le brillant procureur a été renvoyé d'un cabinet d'avocats pour des messages à caractère sexuel adressés à une jeune stagiaire. Cette jeune stagiaire, attirante, travaillait près de lui. Elle a commencé à recevoir des lettres anonymes très crues, dans lesquelles l'auteur expliquait ce qu'il avait envie de lui faire. À l'aide d'une caméra cachée, le cabinet d'avocats prend Perry sur le fait. On l'a accusé d'avoir envoyé ces lettres à caractère sexuel à une stagiaire. Comme il avait été pris sur le fait, il a négocié une compensation financière, sans doute d'environ 30 000 $. Perry s'excuse et accepte de payer 30 000 $ d'indemnité fractionnée. Mais ses remords ne l'empêchent pas de fréquenter les lieux de plaisir de Nashville. Un comportement qui passe difficilement inaperçu dans un des États les plus puritains d'Amérique. Les gens ne se privaient pas d'alimenter les rumeurs sur son passé et sur ses dérapages. Visiblement, l'avocat réputé mène une vie cachée autrement moins distinguée. Il était arrogant à l'extrême. Il était tout le temps persuadé d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Perry n'a jamais avoué à sa femme pourquoi il avait quitté son précédent emploi.
Mais les enquêteurs sont persuadés qu'elle a fini par découvrir le poteau rose. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché ça tout ce temps. Mais c'est faux! Je savais qu'il y avait quelque chose. Le 15 août 1996, elle demande des explications à son mari. Je crois qu'elle lui a demandé de s'expliquer le 15, alors qu'elle devait voir son avocat le 16. La dispute a-t-elle été plus violente que ne l'affirme Perry? Ceci n'explique toujours pas pourquoi la voiture de Janet a été retrouvée à quelques kilomètres de chez elle. Jusqu'à ce qu'un témoin se manifeste. Il explique qu'il a vu un homme près de la voiture le soir de la disparition de Janet. Un homme poussant un vélo dans le parking de la résidence. Perry March était un fanatique de cyclisme. Il avait un VTT, et justement, le témoin affirme avoir vu un VTT. À partir d'une coupure de presse, le témoin identifie l'homme comme étant Perry March. Ce témoignage a considérablement fait avancer l'affaire. En décembre 2004, Perry March est inculpé de meurtre. Mais en l'absence de corps et de preuves matérielles, les enquêteurs ne peuvent que compter sur leur intuition. L'affaire ne reposait que sur des preuves circonstancielles. Elle a disparu depuis des jours, Perry. 10 jours. Non seulement Perry est soupçonné de meurtre par la police, mais en plus, sa belle famille a mené sa propre enquête. Elle accuse Perry d'avoir détourné plus de 20 000 $ d'honoraires à l'époque où il travaillait pour le prestigieux cabinet d'avocats de Larry Levin. Concrètement, il détournait des honoraires qui auraient dû revenir au cabinet Levin. Pour commencer, il faut le faire sortir du Mexique. La procédure prendra 8 mois. Mais Perry est finalement extradé vers les États-Unis pour une autre affaire. Il y avait un problème avec son visa. Et le FBI s'est débrouillé pour engager des gens qui, en gros, l'ont enlevé en pleine rue. Perry March est enfermé dans une cellule de Nashville dans l'attente de son procès. Il s'y lie d'amitié avec un autre prisonnier. Et quand il va demander un service à son codétenu, toute l'affaire sera éclairée d'un jour nouveau. Je vais te donner leur adresse. Derrière les murs d'une prison de Nashville, 2 détenus ont conçu un plan. Perry, un avocat bien sous tout rapport, vient d'être arrêté pour le meurtre de sa femme Janet. Alors qu'il attend son procès derrière les barreaux, il demande une faveur à son codétenu. Je vais te donner leur adresse. En échange de 300 000 $ en obligations, il lui demande un petit service. Perry a essayé de l'engager pour assassiner ses beaux-parents. Il a dit « Il veut que je tue les Levin quand je serai dehors ». Perry est prêt à sacrifier l'homme et la femme qui l'ont traité comme un fils pour sauver sa peau. Dans son esprit, l'assassinat de ses beaux-parents augmentait ses chances d'être acquitté au procès. Mais Perry a fait une lourde erreur. Son codétenu est un informateur de la police. Il enregistre toutes leurs conversations avec un dictaphone. On a obtenu des bandes particulièrement incriminantes de M. March, donnant des instructions précises sur comment tuer les Levin. S'il n'a pas tué sa femme, pourquoi commanditer l'assassinat de ses beaux-parents? Avec cette preuve supplémentaire venue s'ajouter à ce qu'on avait déjà, dans mon esprit, l'affaire était bouclée. L'informateur autorise aussi la police à enregistrer ses conversations téléphoniques, ce qui permet de découvrir une autre personne impliquée dans le meurtre. Arthur March, le père de Perry, qui vit au Mexique. Il lui a expliqué comment dégoter un pistolet et aussi qu'il l'accueillerait chez lui dès qu'il aurait tué les beaux-parents et qu'il aurait la belle vie au Mexique. Mais les March ont trouvé plus malin qu'eux.
L'informateur appelle Arthur pour lui dire qu'il a tué les Levin et qu'il arrive au Mexique. Sauf qu'il n'est pas dans l'avion. Ils ont mis en scène sa libération en le transférant dans une autre prison, de façon à ce que Perry et son père aient l'impression qu'il était bel et bien sorti. Grâce à une opération complexe, la police parvient à persuader le père et le fils que le tueur qu'ils ont engagé vole vers le Mexique. On s'est débrouillé pour faire croire à Arthur que son tueur était à Houston, prêt à s'envoler pour le Mexique. On a même utilisé des effets sonores pour faire croire qu'on était dans un aéroport. Arthur s'est pointé à l'aéroport pour le récupérer, sauf que c'est lui qui s'est fait cueillir par le FBI. Le colonel à la retraite sait que pour lui, la partie est finie. En échange d'une réduction de peine, Arthur March accepte de témoigner contre son fils. En août 2006, presque 10 ans après la disparition de Janet, Perry est jugé pour le meurtre de sa femme. Les gens ont regardé le procès dans tout le pays sur Internet et en direct à la télévision. Dans un témoignage filmé, le père de Perry révèle ce qui s'est réellement passé le 15 août 1996. Tu m'as caché ça pendant des années. Je savais que tu n'avais pas quitté ce boulot sans raison. Je le savais. Tu ne m'as rien dit. Tu n'es qu'un menteur. Janet ne pardonne pas à Perry cette affaire de harcèlement sexuel, pas plus que l'échec de leur mariage. Tu es pitoyable. C'est toi qui es pitoyable. Tu fais honte à toute la famille. Selon Arthur, Perry lui aurait parlé d'une dispute entre Janet et lui. Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi quand je te parle. Tu es incapable de me regarder dans les yeux, n'est-ce pas? Il a ramassé une clé à molette Tu n'es qu'une bête. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait une chose pareille. et l'a tué. Perry nettoie fébrilement la scène de crime. Il enveloppe le corps de sa femme dans des sacs poubelles et l'enterre non loin de là dans un terrain vague. Ensuite, il s'attelle à mettre en place son alibi, préparant rapidement la valise de sa femme. Il tape même la supposée liste de corvées qu'elle lui aurait laissée. Il abandonne sa voiture, près de la résidence, de manière à faire croire à un enlèvement. Puis, il rentre chez lui à vélo. Il s'est dit que le meilleur moyen de s'en tirer était de mettre sur pied cette histoire compliquée. Quelques jours plus tard, Perry appelle son père au Mexique. Il a un problème. Des travaux vont être bientôt entrepris sur le terrain vague où il a enterré le corps de sa femme. Il craint que le corps de Janet ne soit retrouvé. Il demande donc à son père de l'aider à déplacer le corps. Et Arthur accepte. Arthur a trouvé le corps sur la base des indications de son fils. Il l'a déterré, l'a mis dans son coffre et a roulé jusqu'au Kentucky. À 100 km de là, Arthur enterre à nouveau le corps sous un amas de broussailles. Arthur nous a tout raconté. Il nous a même conduits dans le Kentucky pour essayer de se rappeler du mieux qu'il pouvait l'endroit où il avait enterré le corps de Janet. Mais 10 ans ont passé, Arthur a du mal à se souvenir de l'endroit précis. La police ne retrouvera jamais Janet March. J'ai passé pas mal de temps dans le Kentucky avec Arthur et les enquêteurs à essayer de retrouver l'endroit où il s'était débarrassé du corps de Janet. Mais il n'y est jamais parvenu parce qu'il avait fait ça de nuit. On pense que des gens ont dû brûler le tas de broussailles sans se rendre compte qu'il y avait un corps dessous. Ne pas retrouver le corps d'une victime, c'est dur. Nous allons continuer à chercher. Mais pour l'instant, nous n'avons rien trouvé. Pendant 10 ans, Perry March a cru qu'il s'en était tiré. Mais au bout du compte, c'est son propre père qui l'a trahi. Le témoignage vidéo d'Arthur n'a peut-être pas sonné le glas pour Perry, mais ça ne l'a pas aidé, c'est sûr. Ça a représenté une victoire majeure pour l'accusation. Le 6 septembre 2006, Perry March est reconnu coupable de meurtre.
Il est condamné à 56 ans de prison. Il est également reconnu coupable de tentative d'assassinat sur les parents de Janet. Il n'a jamais montré aucune émotion, ce qui n'était pas très étonnant. Je ne l'ai jamais vu exprimer la moindre émotion. Même pour le bien de ses enfants, Perry n'a jamais admis avoir assassiné Janet. Leur mère n'est plus là et ils n'ont jamais pu lui dire adieu. Son corps n'a jamais été découvert. Perry ne leur a jamais dit la vérité et il ne le fera jamais. Ils ont été complètement abandonnés. Lui n'est plus qu'un simple numéro dans le système pénitentiaire du Tennessee, au sein duquel il restera pendant 56 ans. S'il n'avait pas ourdi un plan pour assassiner ses beaux-parents, Perry March serait peut-être toujours au Mexique en train de siroter des margaritas. Mais on a le cœur sec quand son couple est en faillite. Les poètes ont comparé le mariage à un jardin. Il nécessite des soins constants sous peine d'être envahi de mauvaises herbes, sur lesquelles peuvent pousser des fleurs vénéneuses. Au Texas, la réussite est synonyme de grosses voitures, de gros calibres et de grosses résidences. Mais aussi de jardins dignes de Versailles. C'est justement en taillant les haies des grosses fortunes de Houston que Danny et Charlene Hill ont fait fleurir leur petite entreprise de jardinage. Leur activité de paysagiste marchait très bien. Elle rapportait même des millions. Mais leur vie n'a pas toujours été si facile. Quand ils se sont mariés, Charlene et Danny n'avaient pas grand-chose. Mais ils étaient tous les deux déterminés et travailleurs. Et il ne leur a pas fallu longtemps pour amasser une petite fortune. Au début des années 2000, les Hill ont quitté leur modeste logement pour une villa des beaux quartiers de Pecan Grove. Ils vivaient dans les quartiers chics. Ils conduisaient de belles voitures. Ils avaient des meubles magnifiques. Ainsi qu'une superbe collection d'armes dans laquelle Danny engloutit une bonne partie de son argent durement gagné. Danny était un passionné de chasse. Un nouveau fusil suffisait à lui faire tourner la tête. Une seule autre chose pouvait lui faire tourner la tête. Sa femme, Charlene. Quand ils se sont rencontrés, ils ont ressenti une attirance véritablement magnétique. On aurait dit que rien ne pouvait les séparer. Après 25 ans passés à monter leur affaire ensemble, ils semblent avoir tissé des liens indestructibles. Ils travaillaient très dur. Et ils étaient extrêmement attachés l'un à l'autre. Ils avaient accumulé beaucoup de biens et d'argent. Elle avait 3 magnifiques enfants, une superbe maison. Que demander de plus? Une seule chose. En 2006, après leur 25e anniversaire de mariage, Charlene et Danny décident de se retirer dans un ranch perdu des collines du Texas. Mais leur rêve va s'évanouir en un clin d'œil la nuit du 14 novembre. On a reçu un appel d'urgence. Une fusillade avait eu lieu dans une résidence du quartier de Pecan Grove. À l'autre bout du fil, une femme bouleversée. L'adjoint du shérif du comté de Fort Bend, José Trevino, fonce vers la résidence. J'étais le 2e à arriver sur les lieux. Trevino se rue à l'étage dans la chambre principale, où il découvre Danny Hill étendu dans une mare de sang. Son état était grave. Sa chemise était tachée de sang. J'ai noté qu'il était touché à l'estomac. On lui a tiré dessus à 3 reprises. Les secours luttent pour le maintenir en vie alors qu'il est toujours conscient. Trevino n'a que peu de temps pour agir. Je lui ai demandé plusieurs fois « Qui vous a tiré dessus, Danny ?» « Danny, qui vous a tiré dessus ?» Sous le masque à oxygène, l'homme a du mal à parler. « Enlevez ce masque. Danny, qui vous a tiré dessus ? Qui vous a tiré dessus ? Danny, dites-moi qui ?
Qui a fait ça? Qui vous a tiré dessus? Des jardiniers multimillionnaires, on n'en rencontre pas tous les jours. À force de tailler des haies, le Texan Danny Hill a fini par se tailler un véritable empire. Mais 3 balles ont mis un terme à son rêve. Alors que la vie le quitte peu à peu, Danny tente désespérément de révéler aux policiers qui lui a tiré dessus. Mais, comme le dit la devise locale, au Texas, tout est énorme, y compris la vérité. Je vous en prie, je vous en prie! Dans la villa de Pecan Grove, les secouristes sont en train de perdre Danny. Les secouristes sont arrivés en même temps que nous. Ils s'occupaient de Danny dans la chambre. Il avait un masque à oxygène. J'ai allumé mon magnétophone dès que je suis rentré dans la résidence. Selon la procédure habituelle, l'adjoint du shérif enregistre la scène. Danny Hill a nommé la personne qui lui avait tiré dessus cette nuit-là dans cette chambre. C'était sur les bandes. Qui vous a tiré dessus? Qui? Je n'arrêtais pas de lui demander qui vous a tiré dessus, Danny. J'ai demandé au secouriste de lui retirer son masque à oxygène. Danny répond dans un murmure. Ma femme. Je lui ai redemandé « Votre femme vous a tiré dessus ?» et il a fait oui de la tête. « Danny, c'est votre femme qui vous a tiré dessus ?» Quelques heures plus tard, Danny pousse son dernier soupir. Ses derniers mots sont sans appel. Charlene Hill est arrêtée et inculpée de meurtre. Pourquoi cette épouse aimante a-t-elle tiré sur son mari après 25 ans de mariage? Elle pleurait. Elle était dans tous ses états. Elle tremblait. Bouleversée, Charlene explique aux policiers qu'elle n'a pas eu le choix. Danny allait la tuer. Elle prétendait que c'était de la légitime défense, qu'elle craignait pour sa vie, qu'il allait la tuer. L'union apparemment indéfectible s'est révélée être une porte branlante qui n'attendait qu'un coup de pied pour sortir de ses gonds. De l'extérieur, leur mariage avait l'air parfait. Je sais me servir d'une arme. Mais Charlene et Danny cachaient de sombres secrets. Non, tu ne sais pas. C'est bien le problème, tu ne sais pas. Danny, Vas-y. Les gens du coin savaient que Danny avait sa part d'ombre. Et avec les années, l'ombre s'est étendue. Il a commencé à utiliser sa force physique et son ascendant psychologique pour faire de la vie de sa femme un véritable enfer. Coince-le dans le creux d'épaule. arrête de m'interrompre. C'est ce que je fais. C'était le conflit permanent. On se serait cru dans Dallas. Fais comme je t'ai montré. Vise et appuie sur la détente. Le moindre détail peut déclencher la fureur de Danny, comme ce jour où Charlene n'achète pas les bons steaks. Elle n'achetait pas des steaks assez épais. Malheureusement pour elle, les steaks faisaient 4 cm d'épaisseur au lieu de 5, comme Danny les aimait. Pour lui, pas question de laisser passer ça. Donne-moi ça. Écoute-moi, d'accord? D'accord. Charlene et toutes les femmes se sont cachées sous une table de pique-nique pendant que les hommes essayaient de retenir Danny. Même leurs amis voyaient bien de quoi il était capable. Qu'aurait pu faire cette frêle mère de famille contre un homme d'1,90 m? Charlene affirme avoir été victime de violences physiques et psychologiques pendant des années. Elle avait beau se ruer dans la salle de bain en fermant la porte, il entrait quand même et la violait. Et il racontait à ses amis qu'elle aimait ça. Malgré des appels répétés aux urgences et de nombreux séjours à l'hôpital, Charlene refuse de porter plainte. Comme c'est le cas pour de nombreuses femmes battues, il lui disait qu'il la tuerait si elle s'en allait.
qu'il la retrouverait et la tuerait. Et elle l'en croyait capable. Pourquoi tu le tiens comme ça? Mais le pire, T'es bonne à rien. c'est qu'il menaçait aussi de tuer les enfants. Donc, pour ne pas les mettre en danger, elle a choisi de rester. Les enfants ne sont pas épargnés par les accès de violence de leur père. Papa! La ferme! Presse-le contre ton épaule, presse-le! Jeremy est allé voir sa mère hospitalisée, après des coups donnés par son père. Il voulait s'occuper d'elle. Ils ont vu leur père rouer leur mère de coups. Ils ont vu tout le mal dont il était capable. Tu vas la fermer? Ne fais pas ça! Arrête! Tais-toi! Le jour où Charlene menace de s'en aller, la violence de Danny franchit un nouveau seuil. Elle a vécu un véritable cauchemar le jour où il l'a ligotée à une chaise Qu'est-ce que tu fais? Arrête! et a aspergé son corps d'essence. Tu vas retenir la leçon! Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Pitié! Il l'a menacée avec un briquet. Il jouait avec elle. Il lui a dit « Si jamais tu me quittes, je te tue et je tue tes enfants. » Il l'a laissée ligotée à cette chaise toute la nuit. Selon le récit de Charlene, le soir du 14 novembre 2006, tout a commencé par un coup de téléphone du frère de Danny. Le frère a appelé Charlene pour la prévenir que Danny allait rentrer à la maison et qu'il était furieux. Au revoir. Charlene lui a dit « Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Je vais lui préparer son plat préféré, ça va le calmer. » Alors elle lui a fait des boulettes au poulet. Je vais le tuer! Je jure! C'est mon entrepôt! Mais quand Danny est rentré, impossible de le calmer. Il était hors de lui. Ils ont commencé à se disputer un peu partout à travers la maison, jusqu'à la chambre. Je t'ai préparé quelque chose. Tu pourrais... La ferme! Danny bout de colère. J'en ai plus qu'assez de vous tous! Charlene sait de quoi il est capable dans ces moments-là. J'en ai jusque-là! C'est pas ma faute! Je te jure que je vais te tuer! Calme-toi. Ne me provoque pas! Elle a fait la seule chose qui lui est venue à l'esprit. Elle a sorti son pistolet et l'a posé sur le lit. Elle lui a dit « Ne me touche pas. Ne m'oblige pas à m'en servir. » Ne m'oblige pas à m'en servir. Tu vas me tirer dessus? Vraiment? Oui. Elle est persuadée que même désarmé, Danny est dangereux. Calme-toi. Danny, calme-toi. Selon le récit de Charlene, il s'est avancé vers elle. Il était persuadé d'être le plus fort. Il était sûr d'avoir le dessus. Que jamais Charlene ne tirerait la première. Danny, arrête! Oh mon Dieu! Danny! Qu'est-ce que j'ai fait? Charlene a appelé les urgences et expliqué qu'elle avait tiré sur son mari. À première vue, l'affaire était très claire pour les enquêteurs. Il s'agissait d'une victime de violences domestiques, soumise, abusée et battue depuis pas mal de temps. Pour eux, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. C'était de la légitime défense. C'est un cas typique d'homicide justifiable, comme on les aime au Texas. Jusqu'au jour où les enfants de Charlene se mettent à raconter une toute autre histoire. Ses enfants se sont retournés contre elle. 3 ans auparavant, Danny et Charlene avaient été victimes d'un grave accident de moto. Les enfants expliquent que cet événement a chamboulé la vie de leur père. Au cours de cet accident, Danny a souffert d'un traumatisme crânien qui a transformé sa personnalité. Du fait de cette blessure, ses tendances violentes ont complètement disparu. Danny a cessé d'être un monstre.
L'accident l'a transformé. C'est devenu un gros chaton, un type merveilleux. Il s'est calmé. Charlene a également été blessée dans l'accident. Elle a souffert de blessures permanentes à la jambe, qui la faisaient boiter. Si Danny est devenu un chaton, ses enfants affirment que leur mère, elle, s'est transformée en tigresse. Plus d'armes pour toi. Tu vas finir par te tirer dans le pied. Après des années de souffrance, C'est pas grave. Charlene prend sa revanche. Mais quel pauvre type. J'en ai marre de toi. Elle était horrible avec lui. Elle le titillait sans arrêt. Elle essayait de le mettre en colère, comme si elle voulait qu'il bascule à nouveau. Désormais, les enquêteurs se demandent si ces allégations de légitime défense ne seraient pas un énorme mensonge. J'ai eu l'impression que Charlene Hill ne disait pas la vérité, qu'elle essayait de se tirer d'affaire en déformant les faits et en faisant passer Danny pour quelqu'un qu'il n'était plus depuis l'accident. La population du comté de Fort Bend se presse au palais de justice pour assister au spectacle d'une mère affrontant ses enfants. Mais le verdict ne sera pas celui que les gens attendent. À l'automne 2009, 3 ans après les faits, Charlene Hill est jugée pour le meurtre de son mari multimillionnaire. Elle plaide la légitime défense. Mais 2 de ses enfants vont témoigner en sa défaveur devant la cour. Ils se sont levés pour témoigner devant le tribunal et ils l'ont pointé du doigt. Ils affirment que cette nuit-là, c'était Charlene l'agresseur. Plus d'armes pour toi. Tu vas finir par te tirer dans le pied. Ça a dû être dévastateur pour Charlene de voir ses enfants se lever devant tout le monde pour affirmer qu'elle était une personne horrible, qui avait volontairement tué son mari. Les assistants du procureur général, Chad Bridges et Jill Stotts, ont monté leur dossier contre Charlene Hill. Ils affirment qu'elle avait prévu de tuer son mari ce soir-là. Pour commencer, elle venait d'acquérir l'arme du crime. Charlene a acheté le pistolet 1 mois avant le meurtre. L'accusation affirme que le geste de Charlene n'était pas motivé par la brutalité de son mari, mais par l'avidité. Au moment d'acheter l'arme, Charlene a viré d'importantes sommes d'argent sur son compte. Elle a transféré $1 million d'un compte joint à son compte personnel. Mais au final, comme l'explique l'accusation, ce sont les balles qui trancheront. Les analyses médico-légales remettent en cause la version de Charlene. Elle affirme que Danny s'approchait d'elle quand elle a ouvert le feu. Les analyses ont montré que c'était impossible. Elles indiquent qu'il n'était pas en train d'avancer vers elle, mais de s'éloigner. Les 2 premières balles sectionnent la moelle épinière de Danny, le laissant paralysé. Même s'il ne peut plus bouger, Charlene fait feu une 3e fois. Non! 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 Selon les analyses, la trajectoire des balles dans le corps indique qu'il était à terre et que Charlene a fait feu alors qu'elle se trouvait au-dessus de lui. Il y avait de multiples points d'entrée et de sortie dans le corps de Danny Hill. 3 balles l'ont transpercé, mais c'est la dernière qui l'a tué. Cela suffira-t-il à convaincre un jury? Après 2 jours de délibération, les jurés ne sont pas parvenus à un accord. Je vais te donner une leçon. L'un des 11 jurés n'est pas prêt à passer l'éponge sur les violences domestiques dont Danny s'est rendu coupable. Ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas parvenus à une décision commune. Alors le juge a prononcé l'ajournement du procès. 2 ans plus tard, en 2011, Charlene est rejugée.
Le jury s'est enfermé 2 jours sans parvenir à une décision. L'accusation a eu peur qu'un nouvel ajournement ne soit prononcé. L'accusation fait alors une proposition exceptionnelle à Charlene. Si elle accepte de plaider coupable, elle sera condamnée à 10 ans de prison avec sursis, assortie d'une amende et d'une période de probation. Elle ne passera donc pas la moindre journée derrière les barreaux. Nous avons fait cette proposition car la sentence nous paraissait appropriée, compte tenu du fait qu'elle avait été victime de violences domestiques. Ce n'était pas une décision facile à prendre pour elle, mais sa liberté était en jeu et elle a accepté. Au moment où l'accord est scellé, on apprend que le jury s'est mis d'accord sur un verdict. Le juge a dû prendre une décision difficile. Laisser le jury délivrer son verdict devant la cour ou entériner l'accord. Il a choisi l'accord. Le jury l'avait déclaré coupable. Il s'en est fallu d'un cheveu que Charlene soit jugée coupable et envoyée en prison. Le verdict aurait forcément été assorti d'une peine minimale. Charlene aurait passé au minimum 5 ans, au pire toute sa vie derrière les barreaux. Elle était libre de recommencer sa vie. À un détail près, Charlene doit reconnaître le meurtre. Elle a dû admettre devant la cour que ce qu'elle avait fait n'était pas de la légitime défense. Les habitants du comté de Fort Bend, comme Bev Carter, pensent que justice a été rendue. Franchement, ce n'est que justice. Elle aurait dû le tuer il y a 20 ans, d'un coup de poêle à frire. Il n'y a jamais de bonne solution dans ce genre d'affaires. Rien ne ramènera le père de ses enfants. Rien ne peut défaire l'histoire qui a conduit à cette nuit-là. Le bien, le mal et tout le reste. Mais nous avons fait de notre mieux pour arriver à une juste conclusion. Charlene Hill est désormais libre de profiter des millions de son mari. Mais si elle invoque à nouveau la légitime défense, elle pourrait se retrouver derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. Dans un mariage, quand il n'y a plus assez d'amour et beaucoup trop d'argent, les bons comptes ne font pas les bons époux. Perry March a assassiné sa femme pour préserver son statut dans la bonne société sudiste. Quant à Charlene Hill, elle a cru régler ses problèmes conjugaux à coups de revolver, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Des vœux de mariage qui prennent un tout autre sens quand un couple est en faillite. C'était Christopher Mason. À bientôt dans Petit meurtre entre riches.